Alors, Paysage de l'après-pétrole, c'est un collectif qui s'est créé il y a 3-4 ans, et sur la base du constat que le mode de développement de notre société allait être obligé de changer, du fait que le cœur de ce qui a permis à notre société de se développer pendant plus de 50 ans, presque un siècle, était quelque chose qui était de l'ordre, c'était le pétrole en gros, ou le nucléaire, et que ces deux voies de développement énergétique étaient condamnées parce qu'elles allaient nous mener, c'est l'exemple de la COP21, qui dit qu'il faut absolument arrêter d'utiliser du pétrole d'ici 2050, en gros, si on veut à ce que la société puisse se développer. Et le nucléaire, ce sont ces dangers qui font qu'on essaiera au plus d'éviter ce type d'énergie. Donc il faut en trouver d'autres. Et quand on parle de paysage de l'après-pétrole, eh bien, on est dans une phase un peu prospective en se disant comment les paysages, la connaissance des paysages vont nous permettre de trouver des alternatives au tout pétrole ou au tout nucléaire. Sachant que ces alternatives vont donc concerner tout le monde de l'aménagement du territoire, que ce soit en urbanisme, que ce soit sur les politiques énergétiques, que ce soit en agriculture, que ce soit... tout ce qui fait fonctionner la société va être concerné par une réorganisation de son territoire, de son territoire. Ça, c'est sûr. Les grands messages aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le titre Paysage de l'après-pétrole, parce que ça résonnait dans la tête de la société. On aurait pu prendre un autre thème, paysage, je sais pas quoi, Natura 2000, ou des paysages sur l'environnement. Mais là, vraiment, le pétrole touche tout le monde. Tout le monde a sa voiture, tout le monde se chauffe, tout le monde s'habille avec du pétrole. Et donc, on voit bien que ce terme-là est très parlant à la population. Et le paysage est également quelque chose qui touche les gens. C'est là où ils habitent, c'est là où leur cadre de vie en fait partie. Et ils sont très sensibles au modèle d'aménagement de leur espace. Donc ces deux termes, il faut les lier pour arriver à voir comment le paysage peut être intégré aux réflexions d'aménagement du territoire et comment l'aménagement du territoire doit également être lié aux questions qualitatives que réclament les gens. Alors, bon, je le crois parce qu'il y a des expériences qui le montrent, tout bêtement, donc c'est possible. Et dans ce cadre-là, l'avantage des territoires ruraux, c'est qu'elles ont un potentiel de ressources qui ont été souvent négligées parce que justement le pétrole était plus simple, on pouvait chauffer avec autre chose que le bois local, on pouvait produire avec autre chose que la bonne combinaison en mettant des engrais chimiques qui venaient du pétrole, etc. Et donc si on revient par une connaissance fine des ressources locales, qu'elles soient à la fois agricoles, énergétiques, etc., et qu'on réorganise l'espace pour valoriser au mieux ces ressources, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais il faut à ce moment-là se dire que la réorganisation de l'espace est une nécessité au même titre que dans les années 50-60, on a complètement transformé l'organisation spatiale du territoire par des grandes politiques, que ce soit le remembrement, les autoroutes, les réseaux, la périurbanisation, ont été des modèles qu'on a imposés sur un territoire. Et aujourd'hui, si on veut arriver à s'en sortir, il va falloir qu'on réorganise l'espace en fonction de l'objectif d'un développement durable du territoire et qu'il soit en même temps harmonieux. Alors, l'agriculture n'a pas plus de responsabilité que les autres. C'est la société qui a organisé, qui a développé un mode agricole qui a été évidemment très contradictoire avec le développement des ressources locales. Aujourd'hui, on a réussi, alors que chaque région avait trouvé des systèmes qui lui étaient particuliers, produisait peut-être des aliments particuliers, des AOP par exemple, qui ont repris ces appellations d'origine contrôlée ou protégée, ont repris ces démarches-là, mais pareil, la Beauce ou la Bretagne n'étaient pas aussi
monofonctionnelle. Hein. Dans la Beauce, on ne fait que des céréales. En Bretagne, on ne fait que de l'élevage. Avant, il y avait une mixité qui existait. Hein. Et donc, ça ont été des politiques qui l'ont imposé, et une partie de l'agriculture y a adhéré. Ceux qui n'y ont pas adhéré sont partis en ville, travailler dans les villes. Hein. Et donc, aujourd'hui, ce modèle qui entraîne très clairement, enfin, puis c'est tout un tas de problèmes environnementaux et sociaux, parce que maintenant il n'y a plus assez de monde dans les campagnes, est remis en cause. Hein, est remis en cause et donc, mais on ne peut pas attaquer les paysans qui sont restés, d'avoir suivi ce pourquoi on les a aidés, financés, et pourquoi on a en même temps organisé l'espace. Hein, on a fait des remembrements, du drainage, de l'irrigation, tout un tas de politiques qui ont été mises en œuvre pour cet objectif. Bah, oui, si on repart de l'exemple agricole, il n'est pas possible de dire on va aller dans une logique d'agriculture durable sans qu'on prenne en compte les impacts en termes, par exemple, d'emploi des modèles que l'on met en œuvre. Si on a, par exemple, une exploitation agricole qui fait 100 hectares, qui dit moi je vais diminuer mes intrants, mais pour arriver à garder la même rentabilité, je vais prendre les 50 hectares du voisin qui part à la retraite, c'est pas bon. Parce que là où il y avait un agriculteur, eh bien, enfin, il y avait 2 agriculteurs, il n'en reste plus qu'un sur 150 hectares. Donc il faut qu'en même temps qu'il traduise, qu'il va par exemple s'agrandir, il embauche pour aller peut-être dans des systèmes de transformation de ses produits, plutôt que de les faire transformer par une industrie mondialisée qui va être ailleurs.